qu'on ajoute. Tant de choses déjà. Bon, on voit rien, excusez-moi. On est avec toi, Rosé. Ouais, mais attends, il n'y a pas de lumière. Bon, Thérèse, c'est dur, quoi, de parler d'elle. C'est tellement mieux quand c'est elle qui parle. En tout cas, en décembre, une conversation comme toutes celles qu'on avait tout ensemble là, à la Maison des Femmes, ou ailleurs, ou chez elle, ou au resto, on lui avait dit, mais Thérèse, c'est quoi l'essentiel pour toi? Et elle-même, elle a repris toutes ces étapes, en citant sa vie, ce qu'elle avait fait, le restaurant La Chouette, toutes les créations qu'elle a mis en route, la fête chez Thérèse, le MLAC, la Maison des Femmes, les Baba Yaga, Unis sa vie. Et elle disait, ce qui compte, c'est le concept d'université populaire. Cela doit tendre tous les projets de vie. Son désir était que cette université populaire féministe puisse permettre de faire réfléchir toute la population. Thérèse, elle a passé son temps à nous apprendre des choses. C'est ça qui va tellement nous manquer. Elle avait des vérités comme ça, géniales. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'humanité, les femmes ont autant de temps choisi que de temps de travail. Autant de temps de non-fécondité que l'inverse. Alors, il faut utiliser cette disponibilité pour transformer le monde. Il faut entendre les femmes et toute la société, vous, messieurs aussi, vous vous en porterez mieux. Elle n'arrêtait pas de nous répéter, je crois que c'était ça son charisme. C'est qu'elle savait dire les choses avec ses mots, plus ou moins crûment, mais c'était efficace pour nous déménager la tête. Elle disait, les femmes doivent se libérer de tous les asservissements, par le partage des tâches ménagères, mais aussi des contrats du patriarcat, messieurs et mesdames épousées d'aujourd'hui là. Le mariage pour elle, c'était le tombeau des femmes, parce que c'était l'outil du patriarcat premier. Elle disait aussi, il faut libérer son corps, les femmes doivent s'y mettre à fond. Et elle, Thérèse, elle s'y est mise à fond. Elle y a travaillé aussi, même jusqu'à sur sa table de salle à manger, pour libérer les femmes de leurs problèmes de grossesse non désirée. Mais elle disait aussi, c'est dans nos têtes qu'on doit se libérer. On doit se libérer du joug du mal. Se débarrasser des couilles qu'on a dans la tête, nous les femmes. Parce qu'il faut savoir jouir de son propre corps, seul ou entre femmes, savoir utiliser ce seul petit organe créé uniquement pour le plaisir. Et quand elle racontait ça, elle disait aux jeunes filles qui passaient à la Maison des Femmes, « T'en as un, toi, clitoris ?» Ce qui faisait dresser les paupières et parfois les cheveux. Ainsi, elle disait qu'elle était lesbienne politiquement, parce qu'il fallait pouvoir prouver aux hommes qu'on peut se passer d'eux, même pour ça. Et puis, après, dans la vieillesse, elle disait, de toute façon, les vieux, il n'y en a plus. Alors, il faut bien continuer. Son plus grand plaisir, peut-être, c'était de rencontrer les jeunes pour les comprendre. Elle disait, je veux comprendre. Moi, je l'ai entendu encore il y a très peu de temps au lycée Eugénie Cotton. Elle disait, parlez-moi, je veux comprendre. Et elle avait l'obsession de la transmission du féminisme, la transmission de l'histoire des femmes, la transmission de ce qu'on a à connaître pour pouvoir être libre.
Et elle disait aux jeunes filles, allez-y, osez tout, osez tous les métiers, osez toutes les vies. Thérèse et sa grande énergie ont créé la Maison des femmes. Maison des femmes, en avant. Ouais. Maison des femmes, un lieu improbable. Il n'y a qu'à entendre tout ce qu'on entend dire. Mais pourquoi il n'y a pas la maison des hommes? Un lieu improbable qui dure encore, parce que ça vraiment c'est étonnant. Ça n'aurait pas dû continuer. D'abord, elle disait, de toute façon, il n'y a pas de financement public pour la révolution. Alors, il faut se débrouiller comme on peut, on n'a qu'à bricoler et puis trouver. Merci Isabelle qui bricole si bien. Un lieu. Oui, un lieu, merci Michel. Un lieu où on chante, un lieu où on rit, un lieu où on pleure, un lieu ouvert, convivial. Aucun tabou n'existe sur la vie des femmes à la Maison des femmes. Un lieu aussi où on pleure, parce que notre société, qui reste tellement patriarcale, malgré les combats des féministes, on n'arrive pas à aller au bout. Un jour, elle a dit peut-être 1000 ans. Ah non, quand même. Cette société, elle fait trop souffrir les femmes. J'affirme aussi, on ne voit rien. Voilà, donc c'est la dernière des créations de Thérèse qui m'est confiée de vous exposer. Unis sa vie. Déjà, le nom, Unis sa vie, Université des savoirs sur la vieillesse. Un concept nouveau, titre choc. Il fallait être Thérèse pour trouver en un claquement de doigts un nom comme ça. Nous, il nous aurait fallu des heures de brainstorming et à torturer des tas de lettres dans tous les sens pour y arriver. Mais ça, c'était aussi un de ses talents. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là comme vice-présidente d'Unis sa vie et avec tous les amis qui travaillent à ces projets orphelins de notre visionnaire de génie. Et comme Thérèse n'a jamais été à un paradoxe près, eh bien elle nous laisse orphelins, mais en charge de son dernier bébé, dont nous verrons même dans quelques minutes que ce sont des jumeaux. À nous donc de vous présenter Unis sa vie et puis surtout de faire grandir l'association et de la faire vivre et de d'accompagner sa sortie dans le vaste monde. Qu'est-ce que c'est qu'Unis sa vie? D'abord, c'est né pendant la lente et probablement la trop lente gestation de la maison des Baba Yaga. Thérèse a très vite senti que, à côté, en marge de la construction pratique de la maison des Baba Yaga, il fallait un outil de réflexion sur la vieillesse. Une sorte d'élaboration du Désénectouté version Thérèse Claire, ce qui décoiffe beaucoup plus que Cicéron. Elle a voulu finalement concevoir cet outil comme une université populaire, comme les universités populaires dans la tradition du XIXe siècle, une université populaire sur la vieillesse, qui sont donc nées de cette imagination luxuriante qu'elle avait souvent, et de celles surtout qui se disaient avec coquetterie « Bac-5 », d'où quand même le paradoxe. Une université populaire du vieillir autrement, c'est-à-dire comment ne pas vieillir dans la silver economy, comment ne pas, disait-elle, se contenter de Scrabble et de macramé, on pourrait allonger la liste de ces activités, mais comment réfléchir ensemble à vieillir autrement, vieillir en restant citoyen à temps plein, citoyenne à temps plein, et donc en échangeant des savoirs à la fois d'acteurs de ce vieillir autrement, et les Baba Yaga sont les premières représentantes de ce vieillir autrement, et avec des experts, des économistes, des sociologues, des médecins, et puis d'autres encore. Bonsoir. Alors j'ai prévu un discours, mais avant je voudrais juste dire un petit truc. Je voudrais remercier vraiment du fond du cœur Catherine Vella, parce que si vous avez des petits bonshommes qui gesticulent, là en fait c'est des interprètes en langue des signes, et c'était super important pour moi qu'on ait des interprètes, puis ça coûte cher en plus un interprète, donc c'était pas moi qui pouvais les payer. Donc voilà, c'est Catherine Vella qui a financé les deux messieurs qui sont là, et je la remercie beaucoup. Et les messieurs qui sont
ouais, je peux aussi la remercier également. Parce que bon, quand j'ai dit, moi je veux des interprètes pour la cérémonie de Thérèse, j'ai eu cette réponse absolument unanime. Ils m'ont dit, pourquoi tu veux des interprètes en langue des signes? Thérèse, elle a jamais rien fait pour les sourds. Je leur ai dit, ouais, mais c'est pas parce que les sourds, c'est pas parce que ça ne concerne pas la surdité que les sourds ne sont pas concernés. En fait, les sourds aussi, hein, ils galèrent dans la vie. Enfin, ils ont besoin des gens comme Thérèse. Enfin, voilà, ils sont pas exempts d'inégalités entre les hommes et les femmes. Ils ont tout un tas de problèmes eux aussi. Donc voilà, c'était important pour moi qu'ils soient là. Et je confirme, Stéphane Baron, on voit rien du tout ici. Voilà, tu sauras pour la prochaine fois. Alors, ma Thérèse, j'ai un discours à faire aujourd'hui et je sais pas quoi te dire. Alors je me dis que je pourrais parler de toi, de la grand-mère que t'étais. Après une horde de discours sur Thérèse Claire, la militante, je me dis que je pourrais clôturer cette cérémonie par quelque chose d'original. Je pourrais parler à tous ces gens de la grand-mère gentille et aimante que tu étais. Et ce serait leur mentir. On peut pas dire que t'aies été du genre grand-mère très câline. En fait, la féministe que tout le monde connaît n'est pas différente de la Thérèse qu'on avait à la maison. Tu nous tenais à nous les mêmes discours qu'aux journalistes. Comme si on ne les connaissait pas déjà par cœur. Avoir une mamie comme toi, c'est avant tout ne jamais t'appeler mamie. Parce que la seule réponse possible de ta part, ça sera un « petite conne, va ». On t'appelle Thérèse, point barre. T'as pas intérêt non plus d'avoir comme héroïne des princesses de Disney et comme passion des robes roses à paillettes. Parce que non, même à 4 ans et demi, t'as pas le droit d'aimer Barbie. Vous m'aidez pas là. Non, franchement, c'est pas facile d'être la petite fille d'une féministe comme toi. Mais je crois que ce qui est plus difficile encore, c'est d'être ton petit-fils. Être de ta lignée, c'est de voir se farcir les journalistes de M6, Teva, Femmes Actuelles et j'en passe. Tout ça pour entendre des questions clichés d'une journaliste qui n'a pas compris sur quelle famille elle est tombée. Bien sûr, une fois terminé, tu finissais de toute façon par me dire « Ma petite chérie, c'est très bien ce que t'as dit, mais qu'est-ce que t'es grossière! Tu m'as fichu la honte, espèce de sale morue. » Et puis tu ne manquais pas de me rappeler quelques semaines après pour que je participe à ton prochain passage devant une caméra ou derrière un micro. Être ta petite fille, pour moi, c'était aussi devoir tout lâcher ce que j'étais en train de faire pour courir chez toi quand t'avais besoin d'un interprète en anglais. Il y avait des jours où des féministes étrangères venaient chez toi sans prévenir et tu savais pas comment parler avec elles. Au final, je finissais par me faire souffler dans les bronches par toi et par tes homologues d'autres pays, toi en version française et elle en version anglaise sur ma qualité d'étudiante en psychologie. Ah ouais, c'est bien connu, Freud n'est qu'un sale phallocrate et par conséquent tous les psys sont de gros cons. Mais bon, soyons honnêtes, avoir une grand-mère comme toi, c'est surtout apprendre à être libre. Il y a bien des choses que tu nous as enseignées à nous, tes petits-enfants, comme à tout questionner, à revendiquer, à sortir de la norme, à sans cesse briser les règles, dépasser les limites et à n'avoir aucun tabou. Être de ta lignée, c'est emmerder la bienséance et en plus d'en être fier. Évidemment, nous, on n'est pas tous parfaits et parfaites. T'avais beau revendiquer un féminisme révolutionnaire, une sexualité libertaire, nous, tes petits-enfants, ne sommes que des ploucs hétérosexuels. Si monogames et ringards. C'était pas toujours évident de comprendre toutes ces choses pour lesquelles tu te battais. Avec toi, il faut aimer son prochain. Enfin,
surtout sa prochaine. Le vivre ensemble est mot d'ordre, mais en même temps, il faut savoir s'émanciper des autres. Même aujourd'hui, du haut de mes presque 27 ans, il y a sans doute plusieurs de tes combats dont je sais que je n'en saisirai tout le sens que plus tard dans ma vie. Lorsqu'on refaisait le monde, toi et moi, tu me parlais entre autres de tes copines Baba Yaga et de vos luttes de femmes, et de vieilles aussi. Moi, je te parlais de mes copains sourds et de leur lutte à eux. On se comprenait plutôt bien dans nos combats. On n'était pas toujours d'accord quand on causait féminisme, on s'engueulait même souvent, mais dans le fond, on avait toutes les deux cette passion à vivre un peu en marge, de l'autre côté de la norme, pour militer et aussi parfois juste pour emmerder le monde, parce qu'on pouvait le faire ou simplement parce qu'on en avait envie. Depuis que t'es plus là, il y en a plusieurs ici pour qui cette chanson ne résonnera plus jamais pareil. Cette chanson, c'est l'hymne des femmes. La première fois que je l'ai entendue, j'avais 8 ans. Tu nous avais demandé de l'apprendre par cœur à ma cousine Valentine et à moi. C'était à l'occasion du défilé du 8 mars. Tu voulais qu'on la chante sur un char de la Maison des Femmes déguisée en petite suffragette. On était super fiers toutes les deux parce que, du haut de nos 8 ans, on était convaincus que cette chanson, c'était toi qui l'avais écrite. Demandant si ce serait le dernier. Tu sais, certains soirs, quand on se retrouve, on le chante encore. Nous, ceux qui avons le même sang que toi, et aussi ceux que tu as adoptés dans ta tribu. On le chante ensemble dans ton appartement, à la Maison des Femmes, dans la rue, à la chapelle du Père-Lachaise, et dans tous ces lieux où tu as été. On chante parce qu'on est triste, parce que t'es plus là, et aussi, avouons-le, parce que ces soirs-là, on a tous tendance à un peu trop picoler. Alors pour te dire au revoir, avec des copines à moi, j'ai décidé de te rendre hommage à travers l'hymne des femmes. Et pour cet hymne, j'invite ceux et celles qui en ont envie à chanter avec nous. Et je demande donc à mes copines de venir me rejoindre, Karine, Adjira et Pauline.